bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes le mardi 27 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui à la une de votre épisode. L'USG a remporté le titre après 90 ans et c'est notamment grâce à la bonne gestion du club. Ils vont chercher des joueurs vraiment dans les coins les plus reculés, les plus improbables du football européen et le miracle se reproduit. 70% des Belges estiment qu'ils auront juste de quoi finir leur fin de mois avec leur pension. Pourtant, des solutions existent pour préparer sa retraite. Il y a des solutions qui sont accessibles à partir de petits montants par mois. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Après 90 ans, l'Union Saint-Gilloise ramène la coupe. Une ascension de D2 il y a 4 ans. Au Sacre belge ce dimanche, le club s'impose comme un modèle de gestion sportive et financière, comme l'explique son administratrice Martine Klutz. Je pense que dès la première saison en D1, nous avons déjà regardé les finances du club d'une manière extrêmement rationnelle. Et donc, effectivement, nous budgétions chaque année avec un best case, un worst case, un best case, comme on dit en finance. Et ça nous a permis à tout moment quand même de garder une trajectoire, une ligne de conduite et de prendre les bonnes décisions, en particulier sur la gestion des dépenses. L'USG est rentable depuis 2022-2023. En maîtrisant la masse salariale et en gérant bien ses transferts, le club a atteint un chiffre d'affaires de 67 millions d'euros et 30 millions en fonds propres. Pierre Maas, consultant en droit sportif, décrit les stratégies gagnantes de l'Union. Chaque année, on se dit, là, ils ont perdu les meilleurs joueurs, ils vont se ramasser. Et puis, ils vont chercher des joueurs vraiment dans les coins les plus reculés, les plus improbables du football européen. Et le miracle se reproduit. À force, on a envie de penser que c'est pas un miracle, que c'est une stratégie payante. 3 campagnes européennes, plusieurs millions d'euros de prize money et un club qui, comme le souligne Martine Klutz, est géré minutieusement. L'objectif de l'Union, c'est d'arriver à un résultat en équilibre hors transfert. Ça veut dire que les recettes compensent les dépenses. Ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui, mais qui à terme, quand on va continuer évidemment cette bonne gestion et quand on aura un nouveau stade, va permettre d'avoir plus de recettes, non seulement du sponsoring, mais évidemment c'est de ticketing, avoir aussi toute la partie, les VIP qu'on peut inviter. Le permis pour le nouveau stade a été introduit avec un investissement sur fonds propres. Dans le football, il y a une règle qui dit que les plus riches gagnent, en fait, ceux qui dépensent le plus. Pour Pierre Maas, l'Union peut voir grand et faire des envieux. Donc oui, c'est une histoire qui s'apparente à un conte de fées. La particularité avec l'Union, c'est que ça dure et effectivement, ça doit vraiment foutre les boules aux autres clubs qui, eux, dépensent beaucoup d'argent et qui ne gagnent pas. Leur titre de champion qualifie l'Union pour la Champions League avec au moins 20 millions d'euros à la clé, boostant ainsi leur chiffre d'affaires. Z sur 7 à la une. Les Belges sont pessimistes envers leur retraite. D'après AG Insurance, 70% d'entre eux estiment ne pas avoir assez pour finir leur fin de mois et pourtant, moins de la moitié d'entre eux prennent des initiatives pour mettre de côté, comme le confirme le porte-parole d'AG Insurance, Laurence Geiss. Une raison principale, c'est le manque de moyens financiers. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils pensent aujourd'hui qu'il faut être riche pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour préparer sa pension, alors qu'il y a des solutions qui sont accessibles à partir de petits montants par mois. Et deuxième raison, il y a aussi un manque d'information. Les Belges disent, ils sont 65% en tout cas à dire qu'ils ne cherchent pas d'informations en fait pour préparer eux-mêmes leur pension. L'immobilier, le compte d'épargne ou les actions et les obligations, les Belges sont surtout de plus en plus nombreux à effectuer des virements mensuels dans une épargne pension. On a 3 épargnants sur 4 qui versent chaque mois entre 50 et 100 euros, ce qui leur permet à la fin de l'année d'atteindre le maximum qui est fiscalement avantageux et qui leur permet d'avoir une déduction fiscale. Comme le souligne Laurence Geiss, les assurances-vie de la branche 21, placement à capital garanti sur 10 ans, sont très populaires en Flandre, mais encore peu connues en Wallonie et à Bruxelles.
Parmi ceux qui épargnent, on a 38% des gens qui ont une épargne pension. Ce chiffre monte à 46% du côté flamand. On n'est qu'à 30% du côté wallon, à 19% à Bruxelles. Donc il y a vraiment un défi de sensibilisation du côté wallon et à Bruxelles. L'avantage fiscal est la principale motivation de ceux qui épargnent dans un fonds ou dans une assurance épargne-pension. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Aujourd'hui, avec Christophe Charlot, on vous parle de Resona.now, un outil belge innovant porté par Dimitri de Boze, déjà connu pour ses projets comme Bicit et Urbans. Avec cette nouvelle initiative, il s'attaque à un défi de taille, permettre aux entreprises de réaliser des entretiens vocaux de fond sans mobiliser d'intervieweurs. Grâce à une intelligence artificielle, Resona.now automatise les interviews, offrant un nouveau moyen d'interroger clients ou employés de façon simple, rapide et efficace. Alors pour commencer, c'est quoi exactement Resona.now ? Alors Resona.now, c'est en fait une toute jeune start-up belge qui développe un agent conversationnel vocal qui est capable d'interroger automatiquement vos différents publics. Donc concrètement, si vous voulez l'avis de vos clients ou de vos employés, ceux-ci reçoivent un lien, ils cliquent dessus, ils commencent une discussion vocale avec une intelligence artificielle, et oui, évidemment. Donc c'est une IA qui mène un entretien structuré, qui enregistre les réponses, les transcrit, les analyse. Donc c'est pas du tout un formulaire, mais bien une conversation en temps réel qui capte forcément les nuances, quelque part comme le ferait un vrai intervieweur. Et concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, si vous voulez utiliser Resona.now, vous commencez, en tant qu'entreprise, vous commencez un briefing à une intelligence artificielle qui est ensuite donc travaillée par cette intelligence artificielle pour générer, si vous voulez, les bonnes questions, le bon ton, la bonne structure. Puis vous le testez, vous l'ajustez. Via une intelligence artificielle toujours. Une fois que ce briefing est prêt et que l'intelligence artificielle est en mesure de mener les interviews en parallèle, le lien est envoyé et les répondants peuvent 24 heures sur 24, sans aucune intervention humaine, répondre à un questionnaire. Évidemment, les utilisateurs peuvent aussi choisir leur langue et voilà. Et donc l'intelligence artificielle, ce qui est assez étonnant, adapte son rythme, saute des questions si elles sont inutiles ou si le répondant a déjà abordé la thématique, ou même est capable de rebondir sur les réponses. Donc c'est un process qui est automatisé, mais qui, quelque part, est en apparence assez humain. Quel est l'intérêt pour une entreprise ? Resona est un outil technologique qui peut être utilisé par des instituts de sondage, mais aussi potentiellement par des entreprises. C'est un projet qui est encore très très jeune, mais le produit fonctionne d'ores et déjà. Alors le gain est triple. D'abord, c'est plus rapide et moins coûteux que réaliser toute une série d'interviews humaines pour obtenir des informations. Ensuite, on obtient des retours qui sont riches, qui sont plus nuancés qu'un questionnaire classique où il faut cocher des cases, voire où il faut intégrer des petits commentaires. Et puis surtout, c'est flexible, donc on peut interroger les gens à tout moment, même la nuit, même les week-ends. Les répondants choisissent vraiment le moment où ils souhaitent répondre, que ce soit en voiture, chez eux, le soir, la nuit, peu importe. Donc voilà, c'est assez flexible. Certaines entreprises comme la start-up de crowdlending Look & Fin ont déjà testé l'outil pour mieux comprendre comment fonctionnent leurs clients, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment tout est paramétrable et donc il est par exemple possible de proposer aux répondants de demander à être rappelés par un humain après l'interview s'ils veulent des informations complémentaires sur l'entreprise ou ses services. Donc voilà, c'est vraiment un outil gain de temps si vous voulez récolter l'avis de vos clients, de vos partenaires ou de tout autre public cible. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers.
Les marchés boursiers européens ont connu une assez bonne journée hier. Cela fait suite à la détente temporaire entre l'Europe et les États-Unis et les reports des droits de douane à début juillet. Tout cela a bien sûr aussi des implications pour le marché du pétrole. Mais c'est un marché qui est impacté par de nombreux facteurs géopolitiques et également économiques. On a vu qu'en 2024, la croissance de la demande était quand même inférieure par rapport aux attentes. 2025 s'annonçait plutôt bien. Les analystes la tablaient sur une croissance de la demande de 1 million de barils par jour. Or, aujourd'hui, on est revenu à un niveau de 700 000 barils par jour. Et l'un des facteurs qui impacte la demande, c'est la Chine. Ah, tout à fait. Il y a la Chine qui, pendant de nombreuses années, a été un moteur de croissance de la demande. Aujourd'hui, on voit que ce moteur diminue en quelque sorte, et en raison de plusieurs choses. Tout d'abord, on voit que la situation économique en Chine n'est pas optimale, et il y a bien sûr aussi des changements structurels. Et ces changements vont continuer de se manifester. Je pense qu'il faut tout d'abord penser à l'électrification, ça c'est sûr. On constate qu'aujourd'hui, une voiture sur deux qui vient d'être vendue, qu'il s'agit là d'une voiture électrique. D'autre part, on constate quand même le développement du réseau ferroviaire à grande vitesse qui concurrence le transport aérien. Et en dernier lieu, je voudrais quand même souligner que la Chine, c'est quand même le producteur le plus important au monde, avec une part de marché de 95% dans le domaine des panneaux solaires, 60% dans le domaine des éoliennes. La Chine est donc moins attirée par le pétrole. On s'est penché sur la demande, mais l'offre aussi a son intérêt. Clairement, on voit que, par exemple, il y a quelque chose d'assez étonnant qui se passe. Il n'y a pas tellement longtemps, l'OPEP+ a quand même décidé d'augmenter sa production. Or, ça me semble quand même bizarre parce qu'on voit clairement la demande est moins importante qu'attendue, les prix sont bas, et donc voilà, c'est quand même étonnant. Les États-Unis sont les premiers producteurs au monde devant l'Arabie Saoudite et la Russie, mais là aussi, on constate quelques difficultés. Tout à fait, donc les producteurs de pétrole de schiste ont quand même quelques difficultés. Moi, je ne pense pas qu'ils vont augmenter leur production à partir des cours actuels du Brent ou du WTI. Je pense que ce ne sera pas réaliste, même si l'on sait que le gouvernement de Donald Trump est très en faveur. Et en ce qui concerne vraiment les nouveaux investissements, là, je pense qu'on va pouvoir attendre encore pendant longtemps. Et donc, en conclusion, la croissance de la demande est moins forte qu'attendue. De notre côté, on constate que l'OPEP+ décide quand même d'augmenter sa production. Donc, je pense que la tendance sera plutôt orientée à la baisse. Pour avancer à un chiffre, je pense que d'ici la fin de l'année, il n'est pas à exclure qu'on passe en dessous de la barre des $60, $58. Peut-être qu'à partir du début de 2026, que le prix sera un tout petit peu plus élevé. Et pour l'instant, sur l'entièreté de l'année 2026, on table sur un prix du Brent, en tout cas entre 60 et $70. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Anne ? Demain, Peter de Keyser donnera son analyse sur l'impact des tarifs douaniers de Donald Trump dans certains domaines en Europe.